pour regarder un peu la perspective d'Haïti. Alors, moi, je suis membre de la pastorale universitaire et donc, je vais essentiellement vous parler de l'engagement des universitaires au sein de la communauté dans un projet. Mais avant, c'est vrai que Colette l'a fait, mais j'avais prévu aussi de vous faire vivre un peu ce qu'on a vécu et les perspectives après le tremblement de terre. Alors la présentation, ce sera d'abord un regard sur ce qui s'est passé le 12, la présentation de la pastorale qui est l'organisme auquel j'appartiens, et finalement regarder le projet dont il est question. Alors, ce furent 35 secondes qui furent fatales. Parce que ça donne une vision de Port-au-Prince sous une forme apocalyptique. On a eu des gens qui ont été coincés et beaucoup de gens qui sont partis. Des quartiers entiers ont disparu. Et on va voir aussi tous les symboles de l'État ont été détruits. Le palais national qui était, on l'a vu hier, emblème de la nation et symbole de fierté, s'est effondré. Le palais des ministères aussi, pour montrer que le pays s'est effondré. Le palais législatif s'est effondré. Le palais de justice réduit à néant. Les symboles aussi de l'Église catholique, de l'Église épiscopale et des églises protestantes. La cathédrale de Sainte-Trinité, connue pour ses fresques, aussi emportée. Les écoles et les universités n'existent pas. Enfin, et un gros pourcentage est parti. Colette faisait référence tout à l'heure aux universités et la grande majorité des facultés de l'Université d'État d'Haïti n'existent plus, les structures. Et les étudiants qui fréquentent la pastorale, on a enregistré un certain nombre de morts. Alors, la pastorale se propose le week-end prochain de faire une marche qui partira du Christ roi et qui passera déposer des gerbes de fleurs pour marquer symboliquement la mort de ces étudiants. Finalement, comme Colette le disait tout à l'heure, les premiers à arriver sur les lieux furent les Haïtiens eux-mêmes. Donc, il y a eu une grande solidarité interhaïtienne. Que ce soit ceux de la diaspora, mais d'abord ceux qui étaient présents sans outils, avec leurs mains, ils ont porté secours et ont pu libérer des gens des décombres. Et ils ont aussi porté secours à ceux qui ne le pouvaient pas. Donc, ça a été un moment d'intense où nous nous sommes retrouvés en tant que peuple face à un destin commun. Il y a eu un élan de solidarité. Il y a même eu une espèce d'anecdote sur le tremblement de terre. C'est que les Haïtiens, ils disent, eh bien, yo dit pour pays à prendre démocratie, mais démocratie. Puis gros démocrate là, c'est goudou parce qu'elle touchait tout le monde. Alors pour dire que, en fait, le tremblement de terre n'a pas fait de discrimination et a touché tout le monde à tous les niveaux. Mais il y a eu aussi, et on en a parlé, la solidarité internationale. Il y a eu un grand élan de solidarité. Des gens sont venus, Médecins sans frontières,
et la communauté internationale s'est mise debout d'un seul homme pour aider Haïti. Je profite pour dire quelque chose qui traite de la petite histoire. Alors, il faut d'abord dire que les premiers arrivés, par la proximité, évidemment, furent les Dominicains. Et ils ont accueilli un certain nombre d'Haïtiens parce que dans les premiers jours, la frontière, justement, n'existait plus. Les gens traversaient d'un côté comme de l'autre pour porter secours. Et il y a eu une photo qui a fait le tour du monde d'un enfant haïtien qu'on avait recueilli, bon, sans doute qui avait perdu sa mère, mais qui était un nourrisson. Et une jeune femme de Barahona, qui allaitait son enfant, s'est présentée à l'hôpital et a donné le sein à l'enfant haïtien. Donc, c'était une image forte qui montre jusqu'où peut aller la solidarité. No sé si hace falta decirlo en español. ¿Sí? Et je pense que c'est effectivement ce qui caractérise l'aide internationale, c'est qu'au début, en tout cas, c'est une aide abondante, mais mal coordonnée. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire que les zones où dites réputées de non-droit, les zones difficiles d'accès n'ont pas obtenu d'aide. Et on l'a vu aussi, les provinces n'en ont pas obtenu non plus. Mais ont quand même accueilli beaucoup de gens qui ont été frappés par le séisme. Finalement, c'est une aide qui n'est pas assez efficiente. Et pourquoi est-ce que l'aide n'est pas assez efficiente? Pour plusieurs raisons, dont une, que les gens qui viennent, puisque c'est moi qui ai les moyens, c'est moi qui décide de où je vais, qu'est-ce que j'investis, qu'est-ce que je donne. Alors que je pense, c'est vrai que quelqu'un qui vient d'ailleurs a un recul et ne fait pas de discrimination. Par contre, manque de connaissance du terroir qui permettrait de savoir où exactement est-ce que le besoin se présente avec plus d'acuité. Mais ce n'était pas le cas. Maintenant, aujourd'hui, on a passé le cap de l'urgence. On va passer à la reconstruction. Et pour la reconstruction, il faudra éviter les erreurs d'inefficience qui ont été enregistrées au moment de l'aide d'urgence. Je voudrais aussi attirer l'attention sur la manière de transmettre cette catastrophe aux générations futures. Le séisme qui s'est abattu sur Port-au-Prince, qui a frappé la capitale, avec les 220 000 morts officiels, mais sans doute que ça a fait plus de morts, c'est le plus grand catastrophe humain produit que l'humanité a connu à la suite d'un séisme. Maintenant, il y a plusieurs manières de le transmettre. Il y a plusieurs présentations d'Haïti comme un pays corrompu et à tous les niveaux de l'État. Et même, il y a eu des accusations dans les autres institutions. Et on a senti aussi cette volonté de dire que le pays est frappé comme l'a été Sodome et Gomorrhe dans la Bible. C'est une tendance. Mais ce que nous savons aussi, alors je le dis, ça sera à vous, professeur d'histoire, parce que moi je suis ingénieur électronicien, donc voilà, de faire la transmission. Mais j'attire l'attention qu'effectivement il y a des sectes et des religions qui ont privilégié cette thèse. Mais aussi, un mois après, il y a eu un séisme de magnitude beaucoup plus fort au Chili.
et la terre ne cesse de trembler partout. Donc, il ne s'agit pas d'une punition, c'est un phénomène naturel, il faut se préparer. Maintenant, on a vécu des séismes dans l'île qui ont détruit partiellement ou totalement certaines villes. On l'a oublié parce que ça faisait plus de 200 ans. Maintenant, il ne faut plus jamais que les générations futures ne passent ça sous silence. Et que, justement, que ce soit le wake-up call pour Haïti et aussi dans le domaine de la protection civile, mais également, pourquoi pas résoudre tous ces problèmes dont nous avons discuté pendant ces 2 jours, d'appartenance, de nationalité, etc. Alors, on va revenir un peu à ce que je disais au début. Donc, j'appartiens à la pastorale universitaire, qui est un service de l'Église catholique auprès des universités et qui donne un encadrement pour approfondir la foi par la formation. Et ensuite, la formation reçue permet de vivre quelque chose, de témoigner, mais témoigner par le service. Parce que la finalité aussi, c'est d'approfondir la foi, mais une foi vécue dans le service, dans la pratique. Et donc, l'aspect service de la pastorale, concrètement, c'est matérialisé dans un projet qu'on appelle projet Batikaï. Alors, le projet est né de cette volonté de service. Au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait des jeunes dans les chantiers de Habitat pour l'Humanité. Donc, ils participaient, ils se donnaient. Et puis, au final, on a rencontré en 2003 une association, une ONG chilienne, América Solidaria, qui était en train d'essayer de créer une réalité de solidarité dans l'Amérique latine. Et maintenant, on était aussi un peu dans la mouvance pré-2004, donc à la veille de la célébration du bicentenaire, et les jeunes voulaient faire quelque chose. Donc finalement, la conjonction de tout ça a donné naissance au projet. Mais il y a eu un déclic, et c'est de là que le projet va tirer son nom. Lors d'une messe, le nonce apostolique d'alors, Monseigneur Bonazzi, lance une phrase disant, si au moment de l'indépendance, la politique c'était la terre brûlée contre les colons, c'est-à-dire les faire partir, mais aussi essayer d'effacer leur image, couper tête, bouler caille. Il propose de rétablir et de travailler pour les personnes et respecter moun Batikaï. Et c'est à partir de ce slogan-là qu'on va monter le projet avec l'ONG chilienne, donc América Solidaria, et avec un financement d'une ONG belge qui s'appelle Service latino-américain, africain et asiatique pour les logements et les logements populaires. Donc, l'objectif général du projet, c'était d'améliorer l'habitat des jeunes, de créer des liens forts parce que dans les communautés où on intervient, on fait aussi de l'animation sociale et aussi de permettre aux jeunes universitaires de pouvoir rendre service, se mettre au service des autres. Donc, on est intervenu dans certaines zones. Voici par exemple 3 cas de gens qu'on avait sélectionnés et qui vont passer de ce type d'habitat
à un autre type d'habitat. Alors, le projet a été implanté d'abord à Vaudreuil, qui est une communauté de la commune de Cité-Soleil. Et Vaudreuil, c'est un ancien bataille de la ASCO. Les coupeurs de canne saisonniers venaient de Léogane, de Jacmel et des environs et résidaient pendant 6 mois dans ces zones-là. Et pendant les autres 6 mois, ils allaient chez eux. Au final, en 82, à la fermeture de la ASCO, ils ont décidé de rester sur place. Donc, ils ont créé une communauté. Et c'est vraiment une communauté intéressante. Aujourd'hui, ils produisent de la figue banane. Mais c'est une communauté très pauvre quand même. Et c'est la première zone où on est intervenu. Ensuite, on est intervenu à Galette, Roche-Blanche et Digneron, qui sont 3 localités proches, mais dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Alors, on est parti de Cité-Soleil pour des raisons de sécurité. Parce qu'en 2005, la zone devenait vraiment impraticable. En plus, j'avais la responsabilité de jeunes Chiliens, de jeunes étrangers qui venaient. Donc, par mesure de sécurité, on a migré de Cité-Soleil vers la Croix-des-Bouquets. Alors, les maisons qu'on a construites, c'est des maisons simples. Mais, par exemple, celle-ci, c'est une maison construite avec des plaques de béton dans des profilés métalliques. Et c'est une construction antisismique parce que c'est une technologie colombienne. Et c'est une technologie qui a servi en Colombie à la suite d'un séisme. Mais en Haïti, alors je veux aussi attirer l'attention sur le fait que les constructions, c'était des constructions provisoires. Parce que cette maison, ce serait une maison provisoire. Mais en Haïti, le concept de maison provisoire n'existe pas. C'est-à-dire que les gens, quand ils construisent une maison, même si c'est en carton ou ce que vous avez vu avant, c'est leur maison. Ils n'y vivent pas comme on l'a vu, mais c'est là qu'ils dorment, c'est là qu'ils mettent leurs papiers précieux et les bijoux. Donc, c'est leur maison, leur construction, même si ce sont des constructions légères. Ici, ils ne se sentaient pas bien dans ces maisons-là. Donc, on a passé de ces constructions-là à des constructions en blocs de ciment qui sont les constructions communes. Donc, le projet a construit en tout 150 maisons, mais c'est la conjonction de jeunes volontaires, de jeunes professionnels qui viennent du Chili et de la Bolivie. En général, ils sont 3 pour 6 mois. Et de jeunes volontaires haïtiens issus des centres d'enseignement supérieur et qui participent à la construction de ces maisons et des centres communautaires, parce que dans les zones où on est intervenu aussi, on a construit un centre communautaire pour essayer de créer, on a mis des activités en place aussi pour essayer de créer une vie de communauté. Alors, le résultat de tout ça, c'est que nous avons construit 150 maisonnettes et 3 centres communautaires. On a touché à peu près donc 150 familles qui représentent plus de 600 personnes. On a reçu au long du projet 13 volontaires, dont 11 venant du Chili et 2 de la Bolivie, et 80 jeunes universitaires haïtiens qui ont participé, qui ont été mobilisés pour arriver à cela. Maintenant, à la suite de ça, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure que le séisme a produit une crise du logement. Donc, on veut continuer avec le projet. Après le 12 janvier, on a fait un assessment, une évaluation qui nous a permis de
de nous rendre compte que des maisons qu'on a construites, à peu près 60% ont eu des dommages. Sur les 150, il y a 2 qui sont tombées complètement détruites. Et donc, le projet aujourd'hui recherche une technologie. Bien sûr, les maisons qu'on donne, ce sont des maisons simples, donc pas chères, qui permettrait de continuer à aider les personnes dans les zones où nous sommes déjà intervenus. Et aussi, dans Port-au-Prince, aujourd'hui, on est en train de se dire qu'il faut aussi investir et essayer de créer ce concept de maison provisoire parce que justement, la situation nous y oblige. Et finalement, la mission de la pastorale universitaire et son engagement auprès des universités continue. Et ce qu'on a fait, parce qu'il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de gens traumatisés parce qu'ils sont restés 2 jours, 3 jours sous les décombres, donc la pastorale a mis sur place un appui psychosocial, d'abord pour les étudiants, les membres de la pastorale, et ensuite une formation, et la plupart du temps pour les étudiants en sciences humaines et en psychologie, qui eux-mêmes deviennent des agents pour faire de l'appui psychosocial dans les camps, dans certains camps, parce qu'on ne peut pas toucher tout le monde, et dans les écoles, on en a touché un certain nombre. Et pour le moment, on est à 6 écoles. Et donc, on donne un encadrement comme ça. Voilà. Donc, avec ça, nous croyons que le futur n'est pas noir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est arrivé est pour nous un wake-up call. C'est-à-dire, il faut aujourd'hui que la nation se mette debout comme un seul homme. La nation, ici, là-bas, partout. Et donc, voilà, c'est ce à quoi nous tendons. Et une chose que je voudrais signaler, c'est que la reconstruction d'Haïti ne peut passer que par les Haïtiens. Parce que on a déjà vécu l'occupation plusieurs fois. Les résultats ont été sensiblement les mêmes. Il y a même quelqu'un qui eut à dire, après la deuxième occupation américaine en 1994, « The first time you came, we shoot at you. The second time, we looked at you. And the result is the same. » Parce que les gens, quand ils viennent, ils pensent avoir la solution. Ils n'ont pas l'humilité de travailler avec les gens qui sont sur place. Les résultats, ils ne les obtiennent pas. Donc, voilà, sur ce, je n'allonge pas. Je vous dis merci et vive le futur. Merci.